Salut à toi, bienvenue sur Format A3. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et je ne suis pas seule, ne vous en faites pas. Je suis avec Maureen, comme d'habitude. Et on est aujourd'hui avec Jade. Bonjour Hello. Jade. Comment vas-tu? Mais ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va bien. On a la chance de réavoir Jade. Merci d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour discuter d'une autre thématique. On a trop aimé la première fois et c'est trop cool de pouvoir réitérer l'expérience et de pouvoir parler de quelque chose d'un petit peu différent de la dernière fois. Et du coup, merci d'être là. Mais merci de l'invitation. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique un peu sérieuse, comme ça, mais je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses et il y aura des moments drôles et des moments moins drôles, mais je pense que ça fait partie de la thématique. On va parler de la santé mentale. Et puis, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu te sens? Tu dis aujourd'hui, maintenant ou dans ma vie en général? Ce qui vient comme ça. Voilà. D'accord. Dans ma vie en général, je dirais que je me sens équilibrée. C'est pas facile tous les jours, mais je sais que j'ai les ressources pour m'en sortir et essayer de garder un cap. Et aujourd'hui, je me sens bien. Avec le soleil, je pense que vraiment je souffre de dépression saisonnière. Et le soleil, mais ça soulage tellement. Vraiment, tu te lèves, il fait beau, il y a les petits oiseaux, etc. Non, franchement, là je me sens bien. Il y a une bonne énergie qui vient. Je trouve qu'on le sent tellement dans les gens, Ouais. que le soleil fait du bien. J'ai l'impression que tout le monde se sourit dans la rue, tout le monde est plus agréable, tout le monde est plus jovial. Et ça fait trop du bien. Moi, je me suis vraiment fait la remarque quand j'ai revu le soleil, genre il y a 2-3 semaines. Je me suis dit, purée, c'est ouf à quel point ça m'impacte et que je me rendais pas compte que ça m'impactait négativement de pas le voir. Exactement. Tu sais, t'es comme un peu endormi tout l'hiver. Ouais. T'as l'impression que t'es endormi et tout d'un coup, t'es là, waouh. En fait, il peut y avoir autre chose que de la nuit et du froid. Grave. Genre, tu peux aller promener ton chien quand il fait jour. Exactement. Genre, un exemple comme ça. Est-ce qu'on rentre directement dans la thématique? Let's go. Allez, c'est parti. Est-ce que la Jade plus jeune, elle s'intéressait déjà à la santé mentale et pour elle, c'était quoi cette thématique? J'ai eu la chance, je pense, que dans ma famille, on a toujours eu quand même une approche de la santé mentale, mais c'était plutôt sous forme d'exercice, parce que très petite, j'ai eu beaucoup de problèmes de colère. C'était vraiment des crises de colère où du style je m'arrachais les cheveux. Mais non. Ouais, je m'énervais et je m'énervais tellement fort. Je me souviens que mes parents ils me disaient que ça me faisait péter les vaisseaux dans les yeux. Et en fait, je savais pas du tout gérer mes émotions. Et où du coup, mes parents ont essayé d'amener des exercices déjà pour me faire comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps, que je puisse l'exprimer. Et je me souviens, je faisais souvent un dessin. J'étais amenée à dessiner ce que je sentais dans mon corps et je disais qu'il y avait des mouches et des petits cœurs. Et que du coup, quand il y a la colère, il y avait trop de mouches qui venaient et que je savais pas quoi en faire. Et, C'est chou comme image. et c'était hyper chou. Et mon père, lui, m'a beaucoup aidé aussi dans la méditation, à m'apprendre à méditer quand j'étais petite. Donc, quand je sentais des crises d'angoisse ou comme ça, parce que l'angoisse, ça a commencé à venir aussi très tôt, de méditer, d'essayer d'imaginer que j'étais dans un endroit en sécurité, un endroit où je me sentais bien. Donc, très jeune, ça a été quelque chose, c'était déjà un sujet en fait, où j'étais commune en fait avec ce sujet. Et, et ça a continué en fait après. C'était d'abord plutôt des choses que mes parents m'inculquaient et ensuite c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais pas mal justement de soucis de comportement et je sentais que ça m'empêchait de vivre en fait. C'est quand t'es petit et t'es jaloux de tout le monde, t'es en colère contre tout le monde, du coup aussi les gens te charrient. C'est difficile quand t'as des copines et tu vois qu'elles se font d'autres copines, ça te fait énormément du mal. Et du coup, déjà petite, j'essayais de trouver des solutions pour aller mieux. C'est ouf que déjà petite, tu te rendais compte que t'allais pas bien. Parce que du coup, si tu trouvais des solutions pour aller mieux, c'est qu'inconsciemment, t'étais consciente que t'allais pas très bien. Je sais pas si j'étais consciente que j'allais pas bien, mais dans ma tête, c'était plus négatif parce que je me disais, mais il y a un truc qui tourne pas rond avec moi. Ok. Et je me disais plus, mais pourquoi tout le monde arrive et moi j'arrive pas? Et j'avais l'impression vraiment, mais ça depuis toute petite, que j'avais un problème, que j'avais quelque chose qui n'avait pas été fait comme les autres.
Et du coup, c'était un peu, pour moi, à ce moment-là, la santé mentale, c'était pas, tu vas trouver un moyen pour vivre avec toi et être fier de toi. C'était plutôt, tu vas trouver un moyen de te réparer parce que c'est quelque chose en toi qui est cassé. Donc, c'était même plus négatif que vraiment de la santé mentale où tu veux prendre le temps de t'accepter comme t'es. Après, c'est dingue. Ouais, ok. Et du coup, t'as commencé très jeune à sentir que tu t'étais, comme tu dis, cassé, mais ça s'est comment on dit? Exacerbé? Merci, exacerbé avec l'adolescence et tout ce qui peut se jouer à l'adolescence, où t'as eu des phases de ta vie où c'était plus peut-être calme Des hauts et des et bas. équilibré de toi à toi. Je pense, j'ai l'impression, quand j'essaie de réfléchir, parce que le moment où je suis tombée en dépression dans ma tête, c'est quand j'ai été diagnostiquée. Mais après, quand j'ai un peu analysé la chose, j'ai vu qu'en fait, ça faisait déjà depuis Ouais, bien c'était bien avant. avant. Bien avant. Et des crises d'angoisse, des crises en colère, j'en faisais depuis que j'avais 4 ans. Et c'était justement des choses assez violentes que je retournais contre moi. Et je me dis, mais quand je discute autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes où, en tant qu'enfant, avaient cette colère pareille, en fait. Et ce sentiment ouais, justement, comme tu as dit, d'avoir quelque chose de cassé. Et ensuite, j'ai l'impression qu'avec les hormones, ça a commencé assez tôt, mais vers 12 ans. Et là, ça a commencé à être des choses plus violentes où c'était vraiment des idées d'autodestruction. T'as 12 ans et puis je me disais, j'avais envie de pas manger parce que je me disais, j'ai envie de punir mon corps. À ce moment-là, c'était plutôt avec l'alimentation. J'avais envie de me faire du mal. J'avais un peu l'impression que j'avais pas ma place et que tout ce que je faisais, c'était soit trop, soit pas assez et que ça prenait... En fait, que ça avait pas sa place dans le monde. Et je cherchais tout le temps un moyen de vraiment de m'annihiler et de plus exister. Et tout ce que je faisais pour moi, c'était vraiment... c'était nul, quoi. Ok. Et j'ai l'impression que dès 12 ans, ça a commencé un peu à germer cette idée très négative. Après, vers 15 ans, là, c'était vraiment le pic où vraiment tout était sombre, tout était lourd. Et je pense qu'avec l'adolescence, t'es confronté à tellement de choses. T'es confronté au regard des autres, à ton corps, Qui change en plus. qui change et qui est super difficile à accepter. Et on n'en parle pas assez, mais en tant que femme, je trouve que c'est tellement difficile de voir aussi son corps qui tout d'un coup est soumis à du désir que t'as pas envie de transmettre. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup pris, de voir tout d'un coup des hommes plus âgés ou des hommes que j'avais pas du tout envie ressentir l'excitation sur mon corps alors que moi, je voyais pas ce qu'il y avait d'excitant là-dedans en fait. Et ça m'avait beaucoup pris. Et après, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quitté, cette sensation de vraiment de dépression jusqu'à peut-être mes 21-22 ans, comme ça, donc jusqu'à il y a 5 ans. Donc ça a duré vraiment longtemps. Et quand tu dis que ça, t'as l'impression de l'avoir ressenti quand on t'a diagnostiqué. Du coup, on Enfin, m'a... si on ose Bien demander. sûr, bien sûr. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, dans ma famille, justement, il y a toujours eu ce côté, quand même, je pense, qui est très propre aux familles suisses, de pas vouloir en parler à l'extérieur et de vouloir le garder la pour face soi, un peu. garder la face. Et du coup, c'était, je veux dire, je faisais des crises d'angoisse où je cassais tout à la maison, où c'est tout d'un coup, je m'enfermais dans mon armoire et je sortais pas pendant des heures, où je cassais, ouais, où t'entendais des cris, etc. Et où en fait, j'avais besoin d'aide. Mais mes parents voulaient gérer par eux-mêmes. Ils voulaient pas faire C'était un l'appel. gage de faiblesse que de demander de l'aide. C'est ça, et je pense que dans leur tête, c'était il y a personne d'autre qui connaît notre fille autant bien que nous. Alors que moi, à ce moment-là, je disais, mais moi, je me connais pas, donc comment vous voulez me connaître alors que je vous montre pas toutes les facettes de qui je suis. Et en fait, c'est à un moment donné, j'ai demandé à ma mère d'aller voir un psychologue, et en fait, sa réponse, c'était horrible parce qu'elle m'a dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est ce qui est légitime en tant que mère, mais j'avais tellement un bagage lourd que je comprenais pas que pour moi de lui demander c'était il y a des choses que je peux pas te parler et de qu'elle me demande pourquoi. Je me suis un peu retrouvée bouche bée, j'étais je sais pas comme Parce ça que- parce que pour essayer j'ai une copine qui est allée, c'était pas vrai du tout. Et et elle était là mais non mais pourquoi t'en parles pas avec nous?
Et c'était super difficile de faire ce pas. Et ensuite, là, ça a vraiment empiré parce que je suis allée voir une psy. Et en fait, quand je lui ai parlé de comment je me sentais, des idées noires et tout, elle t'a dit, mais là, en fait, faut que vous ayez un autre suivi que juste psychologique. Il faut avoir un soutien. Il faut que déjà votre médecin soit au courant. Il faut avoir un soutien médicamenteux. Parce que moi, je peux pas vous laisser dans la nature Ouais, il y a comme quand ça. même un risque Il y a des quand même un propos et tout. risque, exactement. Et ça a été très dur pour mes parents d'accepter le fait d'aller voir quelqu'un, de demander de l'aide, parce que pour eux, c'était non, on a notre famille, on est soudés, on arrive à gérer tout ça ensemble. Et ensuite, ben, j'ai pu avoir un rendez-vous chez le médecin, et le médecin, ben, du coup, dépression aggravée. Et avec, à ce moment-là, suspicion de troubles borderline et même schizophrénie. Tellement, en fait, c'était violent parce que la dépression, quand c'est une dépression sévère, en fait, ton cerveau, il cherche tellement plein de moyens d'aller mieux que c'est comme si tu étais un fou qui tournait en rond. Tu testes plein de choses, tu sais pas, t'es vraiment perdu. Et du coup, des fois, la dépression peut s'apparenter à des troubles borderline ou de la schizophrénie, mais c'est juste ton cerveau qui va dans tous les sens, en fait. Et maintenant j'ai plus rien de tout ça, donc je sais que c'était clairement pas ça, mais... Ouais, c'était vraiment dû à la dépression, mais c'est pas... Exactement. C'est fou, je trouve, que de réussir à demander de l'aide. Je pense que la société actuelle, on est peut-être plus ouvert sur le sujet. Et je pense que c'est de moins en moins tabou, surtout dans notre génération. Enfin, j'ai l'impression que ça devient très courant d'aller voir quelqu'un, de pouvoir t'aider, de nourrir ta santé mentale et d'en prendre soin. Mais à l'époque de nos 15 ans, ça l'était beaucoup moins. Et je trouve fou d'avoir réussi à demander d'avoir une aide extérieure. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, quand j'en parle autour de moi, c'est aussi un peu peut-être plus facile quand t'es une femme de le demander. Parce que c'est plus commun en tant que femme de vraiment faire ce travail d'introspection. Et quand je vois des hommes autour de moi, c'est très rare que j'en connaisse qui vraiment veuillent faire le pas. Ouais, je suis là. Enfin, moi je crois que ça. Ouais, en tout cas, moi, ça fait sens aussi. Mais parce qu'on a toujours un peu banalisé les émotions masculines. Enfin, elles n'ont pas été, je pense, suffisamment prises en compte. Puis du coup, il y a un espèce de tabou qui s'apparenterait à de la faiblesse. C'est ça. Alors que c'est plutôt une belle force d'esprit que de savoir reconnaître s'il y a des choses qui vont pas, puis de vouloir évoluer. Énormément. Et puis, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce stéréotype aussi que la femme, de toute façon, c'est quelqu'un d'émotive et de toute façon, elle ne sait pas gérer ses émotions. Donc ça paraît un peu plus banal qu'elle aille voir quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, peu importe, hein, mais pour aider à gérer ses émotions, alors qu'un homme, on leur a... Enfin, l'éducation d'un homme, c'est quand même beaucoup... Pleure pas, t'es un garçon, enfin... Et du coup, ben... Dans les stéréotypes, ils ressentent moins d'émotions que nous. Alors que c'est pas vrai, hein, mais... Puis après, je pense quand même qu'il y a une espèce... Enfin, il y a une différence qui est quand même là, c'est que la femme, hormonalement parlant, elle a des hauts et des bas. Et puis, ben, je pense que c'est aussi ça qui a peut-être créé à un moment donné une grosse différence dans notre imaginaire des émotions masculines et féminines, en se disant, ben, en fait, les émotions masculines, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus longiligne, Constant. tu vois, constant. Ouais. Alors que nous, vu que ça fait des hauts et des bas, on s'est tout de suite inquiété. Enfin, les femmes, on est toujours passé pour des hystériques dès qu'on se met un peu en colère, dépressives dès qu'on est un peu triste. Enfin, on nous range aussi un peu plus facilement dans des cases. Mais j'ai l'impression que c'est aussi vraiment le propre de la Suisse de vouloir de pas vouloir exposer les choses. Et bah justement, quand j'ai été diagnostiquée, pour moi, c'était un énorme soulagement parce que je me disais, mais en fait, c'est reconnu. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui fait que Il y a quelque pas de chose qui ta fait que faute, c'est pas ouais. de ma faute, c'est reconnu. Il y a d'autres personnes qui vivent ça. Et en fait, avant, je faisais des tests sur Internet, genre, est-ce que je suis en dépression? Et chaque fois que je faisais les tests, c'était genre, vous avez le score de 100, faut que vous ayez consulté. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher ça sur Internet aussi? Et t'as un peu toute cette honte. Et ben après, pour moi, c'était tellement naturel d'en parler
En fait, j'avais envie d'en parler à ma famille, mais pas que mes parents, j'avais envie d'en parler à mes grands-parents, j'avais envie d'en parler à mes oncles, mes tantes, mes cousins, parce que je me disais, mais c'est horrible de se sentir autant seul et d'avoir tout le monde autour. Le pire pour moi à ce moment-là, c'était les repas de famille. Mhm. Parce que je me souviens que je me sentais vide à l'intérieur et je me disais, mais dehors, il y a toutes les personnes qui sont censées te connaître le plus au monde et toi, t'es là et t'es vide. Et t'as envie de parler, et j'avais envie de dire, on me demandait des fois, mais Jade, comment tu te sens? Et je me disais, non, là, ça va pas très bien. Ces derniers jours, je suis vraiment au fond du bac. Et je voyais, il n'y avait pas de retour. Les gens, ils sont, ah, ça Ouais, va ça aller fait mieux. peur. Mhm. Et tu dis, mais en fait, ils savent juste pas comment faire, ils ont peur de mal faire, ils ont pas envie forcément. Il y a un peu cette pudeur, cette retenue d'aller dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les symptômes. Et du coup, ça, c'est aussi pour ça que maintenant, je suis tellement à l'aise d'en parler. C'est que je me dis, mais tout le monde le vit, tout le monde a vécu, pas forcément de la dépression, mais à un moment donné où tu te sens vraiment mal, où tu es au fond du bac, tu as vécu une rupture amoureuse, tu as vécu un décès, tu as vécu quelque chose de vraiment difficile, et tu es au fond du bac, et tu pas envie en fait de garder la face dans ce genre de moment. Tu as juste envie de pouvoir lâcher et que les gens comprennent. Ouais. Non, ça, c'est un truc, je pense qu'on doit tous monstre évoluer là-dessus, parce que comme tu dis, tout le monde est touché par des moments de tristesse, de faiblesse, ou de dépression. Il y a aussi énormément de gens qui tombent en dépression. Et là, les chiffres, ils augmentent de plus en plus, mais parce que les gens se font diagnostiquer et puis qu'on évolue. Mais il y a une importance d'en discuter. Non, clairement. Je sais plus où j'avais entendu ou lu ou regardé sur TikTok, je ne sais plus. Je connais pas la source. Je ne citerai pas. Mais on est une société qui est foncièrement beaucoup plus dépressive que les dernières générations. Mais parce que, alors là on s'écarte un peu du sujet, mais n'empêche que on attend quand même toujours des gens d'être hyper performants, on attend d'eux d'être excellents dans ce qu'ils font, on attend d'eux d'avoir une vie sociale, une vie sportive, une vie professionnelle, on attend de la femme d'avoir une vie familiale en plus de ça, mais tout en gardant tous les autres cercles. Enfin, j'ai l'impression que on serre toujours plus l'étau dans notre société et forcément, voilà. Mais typique, un truc qui pèse beaucoup, puis on oublie, c'est tout l'aspect média. À quel point il peut avoir un impact sur les gens, dans le sens où, à l'époque, s'il y avait une guerre quelque part, le temps qu'on l'apprenne ici, c'était super long pour qu'un journaliste le dise, relaye l'information et tout. Maintenant, tu ouvres ton Insta, tu as des images de guerre, et tu te sens concerné par des choses où tu n'as plus ou moins aucun pouvoir là-dessus. En tout cas, moi, je vois que c'est le genre de choses qui m'atteignent hyper facilement. Et tu te dis, mais en fait, il y a toute la merde de ce monde, on me la balance à mes yeux, mais qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Je suis pas capable de faire énormément, je peux faire des dons, je peux faire, essayer d'en parler, essayer de sensibiliser les gens, mais outre ça, je peux rien faire, et pourtant, tu as tout le temps ça devant toi. Moi, typique, ce qui s'est passé à Crans-Montana, c'était terrible, mais c'était dans un moment où j'avais pas les ressources, plein hiver, hyper émotive, c'est arrivé pile dans un pic hormonal de l'enfer. J'ai supprimé les réseaux pendant un mois. Enfin, j'étais incapable, ça voulait pas dire que j'étais pas touchée par la situation, mais j'étais incapable de voir ça. Ouais, je pense que... Et du coup, je pense qu'au-delà du fait qu'on demande à l'humain de faire toujours plus et tout, on oublie aussi que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou voir que les gens ont une fausse vie de rêve tout le temps. Enfin, il y a autant le négatif que le surpositif qui va t'amener à te dire « Oh là là, mais ma vie, c'est de la merde, je suis pas assez, j'ai pas assez. » Mais je pense que c'est aussi... Il y a tout qui est devenu beaucoup trop rapide et beaucoup trop grand. Et du coup, en fait, on a un peu de la peine à remettre à une échelle humaine un truc tout bête. Mais par exemple, quand tu fais du vélo, comme tu as pu voir, quand tu fais du vélo ou de la course à pied, en fait, tu te déplaces dans un mouvement qui est quand même relativement naturel. Dans le sens, le vélo, tu dois pédaler, la course à pied, c'est encore plus naturel. Et du coup, par exemple, en course à pied, tu te rends compte à quel point les distances, c'est long. Tu fais 5 km, t'es là, je suis allée d'un point A à un point B, limite, t'es allée de Neuchâtel à Auvergnat, et puis tu dis, je l'aurais fait en 5 minutes en voiture. Et quand tu fais tout en voiture, par exemple, il y a tout qui va beaucoup plus vite. Et du coup, ta tête, tu l'habitues aussi à ce que tout aille plus vite. Et je pense que de faire des sports d'endurance
où c'est vraiment avec le corps, avec la vitesse du corps, ça t'aide un peu à remettre une échelle un peu plus logique, tu vois. Déjà autour de toi, des distances, et après ça t'aide aussi à prendre un peu du recul face aux choses. Parce que je trouvais ça trop chou que t'as dit que t'as supprimé les réseaux, mais c'est pas pour autant que t'étais pas touchée, comme un peu pour te justifier. Alors que en Parce fait, que moi, je me sentais un peu terrible de ouais, faire ce move. J'avais l'impression que je me mettais des œillères et que j'étais pas capable de voir la réalité, tu vois. ouais, alors qu'en fait tu t'es juste écouté Mhm, et que c'est ta sensibilité et c'est hyper sain en vrai. mhm. Parce que il y a beaucoup de personnes plutôt qui vont avoir tendance à vouloir continuer de regarder alors que ça leur fait terriblement du mal. Et c'est comme pour alimenter un peu quelque chose de ce oh mais c'est terrible. Ouais, puis c'est un peu ces cercles vicieux où tu te nourris dans ton bad mood un peu. Mhm. Alors que ça vient de quelque chose qui est pas à ta portée. Ça vient de quelque chose qui t'appartient pas. Tu peux ressentir de la tristesse, mais tu dois pas te l'approprier, tu vois. Ouais, pas Et, personnage, enfin mhm. pas le syndrome du Et personnage j'ai principal. l'impression aussi que de s'approprier ce genre de choses, en fait, je vois un peu dans le monde comme si tu avais le yin, le yang, le blanc, le noir, le positif, le négatif, la lumière, le sombre. Et du coup, ben, c'est obligé qu'il y ait de l'obscurité pour qu'il y ait de la lumière, c'est obligé qu'il y ait de la lumière pour qu'il y ait de l'obscurité. Mais du coup, quand il y a quelque chose de triste, d'obscur, c'est de notre responsabilité aussi, je trouve, de pas se laisser prendre par ça et de continuer, ben voilà, c'est hyper triste, on le reconnaît, on est au courant des choses, mais on va pas l'alimenter. Parce qu'au final, quand tu l'alimentes, tu vas toucher encore d'autres personnes et ça devient un espèce de truc super sombre. Mhm. Ouais, mais en même temps, enfin, je suis complètement d'accord, hein. Mais genre, à une échelle peut-être moins dramatique que ce genre de situation, mais genre, dans ma vie d'enseignante, j'ai été confrontée à des situations tellement tristes Mhm, et c'était impossible pour moi que de voir de la lumière. mhm, Genre, je voulais adopter tous les enfants, je voulais. Et bah, mes copines en étaient témoins. Les vacances, c'était horrible parce que je savais pas. Enfin, et je trouve que quand t'es là-dedans et que t'as pas on t'apprend pas à avoir des ressources, mhm, eh ben, t'as l'impression d'être inhumaine que de penser à toi et de voir de la lumière dans des choses qui vont pas. mhm, mhm, Et du coup, bah, comme tu dis avant que tu te sentais terrible, monstrueuse d'avoir coupé les réseaux et de. En fait, on devrait plutôt mettre ça en avant parce que finalement, euh, le fait d'avoir été présente sur les réseaux sociaux ou non, ça va pas changer la finalité de la situation. Ça va juste enrichir des médias. Ouais, exactement. c'est ça. Et du coup, ça veut pas dire que tu fais l'autruche et que tu t'informes pas parce que t'es pas du tout dans ce positionnement-là. Mais en fait, si ça te fait du mal, ben écoute-toi parce que finalement, personne va le faire pour toi. Il y a personne qui va modérer ton réseau social, peu importe lequel c'est, pour ne pas que tu vois des choses qui te font du mal, pour ne. Et du coup, c'est à toi d'être suffisamment intelligent et mature, dans le bon, enfin, sans aucune méchanceté pour personne, mais de pouvoir te dire, bah, ça, moi, c'est du contenu qui ça me convient pas et je switch ou je passe à autre chose, quoi. Mhm, Mais Mathieu me disait toujours justement de faire attention à tes sens. Nos sens, des... Ils sont réglés d'une certaine manière pour qu'on puisse gérer ce qui nous entoure. Puis on peut pas toujours justement se projeter sur des trucs qui nous appartiennent pas parce que sinon tes sens ils sont plus capables de réagir. Tu sais, si tu t'intéresses à ce qui se passe dans la ville à 40 km de chez toi, tes yeux ils sont pas censés le faire, tu vois. Alors certes, il faut savoir rester informé, mais il faut pas s'imposer des choses, le monde il va trop vite, faut savoir justement un peu se recentrer, puis c'est d'écouter ses sens. Comme tu disais, bah, justement dans le déplacement, tu fais les choses par toi-même, tu reprends conscience de quelles sont les distances, tu reprends conscience de quelle période on est parce que avec ton nez tu vas sentir que certaines fleurs elles sont d'actualité et tout, puis c'est toute une reconnexion je pense qui est importante pour pas se laisser tomber dans le flux ultra émotif de cette vie trop rapide et trop intense et mhm. Mais c'est ça aussi qui est super violent dans la dépression, c'est que justement tu perds ces notions-là. Et en fait, ta tête t'es jamais présent. Moi, je me souviens, je fixais toujours des points. J'étais jamais dans le moment présent. J'étais jamais avec les gens avec qui j'étais. J'étais tout le temps à l'intérieur de moi. J'étais toujours face à ma peine. J'étais toujours
En fait, j'étais jamais dans le présent. Soit j'étais dans le passé, soit j'étais dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, imagine, il se passe ça. Oh, purée, je suis sûre, il va encore se passer ça. Et dans le passé, plutôt des regrets. Mais t'as vu comme t'as parlé. Oh, mais en plus, t'as fait ça à ce moment-là. Oh, mais la honte. Et en fait, c'est constamment des petites voix qui viennent, qui alimentent. Et t'es jamais dans le moment présent. Donc, tu perds totalement. Tu perds pied de la réalité. Et où ça vient de ce que tu disais, ben, nos corps, nos sens, ils sont pas faits pour être autant loin. Ils sont faits pour être maintenant. Et en fait, tu t'en rends plus compte. C'est comme si tu dissociais totalement ou tu es déconnecté de ton corps quand tu es en dépression. C'est vraiment, tu as ton monde intérieur et tu es totalement... Moi, je me voyais vraiment comme mon corps maintenant et qu'à l'intérieur, il y avait un tout petit être et que c'était moi et que j'étais dans ce corps et que je savais pas quoi faire. Et qu'il y avait un peu un tout et que tout était trop. Et en fait, j'incarnais pas vraiment ma personne directement. Je me rendais pas compte de ce qui se passait autour de moi au moment présent. J'allais dire, si tu devais décrire la dépression, parce que, avec toute la bienveillance du monde dans mes propos, hein, moi, je l'ai jamais vécu, en tout cas, je crois pas, et j'ai vraiment beaucoup de peine à me représenter ça. Mais j'imagine que c'est hyper différent d'une personne à l'autre. Mais toi, si tu devais définir la dépression à quelqu'un qui n'en a aucune idée et qui, imaginons, alors très peu probable, mais n'a jamais eu d'épisode dépressif ou d'épisode d'extrême tristesse ou de nostalgie ou je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, comment est-ce que tu la décrirais? C'est vraiment un moment de contradiction parce que tu as l'impression que tu ressens plus rien et qu'en même temps tu ressens tout puissance 10 000. C'est les choses qui sont censées te rendre heureuse, bah tu les ressens plus. C'est comme si tu étais déconnecté du monde autour de toi. Il y a les gens qui te parlent, les gens qui te disent qu'ils t'aiment. Toi, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas. Il n'y a rien qui a de sens. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, il n'y a rien qui avait de sens. Me lever, ça n'avait pas de sens. Franchement, manger, respirer, ça n'avait pas de sens. Je m'énervais même parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que mon corps respire? Ça n'a pas de sens. T'es mou parce que tout paraît tellement difficile. Et pourtant, tu ressens encore quelques petites choses, mais quand tu les ressens, c'est tellement violent que c'est comme si tu avais vraiment un tsunami d'informations et que tu sais pas quoi en faire. Et c'est tellement fatigant parce que il y a un peu ce côté d'endormissement de la vie, de tout ce qui était censé te rendre heureux, et en même temps ce côté d'hyperactivité de ton cerveau surtout. Donc il y a ton corps qui est lent et ta tête qui pense à tout, ben justement comme je disais avant, qui pense à qu'est-ce qui peut se passer dans le futur, qui est vraiment en train de faire tous les scénarios, mais c'est pas des jolis scénarios, c'est tous les pires scénarios. Et en fait tout ça, ça te prend tellement d'énergie que souvent ben, t'as plus d'énergie pour rien dans ta vie. Et toi du coup t'as jamais connu d'épisode dépressif ou... Je crois que quand j'étais plus jeune, au lycée, j'ai eu une période où j'allais pas bien. Et j'étais aussi allée voir quelqu'un et j'avais eu ma première crise d'angoisse, chose qui ne m'est jamais arrivée depuis. Je suis une très grosse anxieuse, hein, mais je me rappelle que j'avais de la peine à sortir de mon lit, etc. Mais en fait, je crois que, sans jeter la pierre à personne, hein, mais je suis très proche de mon papa et je pense que pour lui, c'est pas quelque chose qui peut exister. Enfin, non, c'est pas que ça peut pas exister, mais en fait, j'ai tellement été éduquée avec tout l'amour que je te porte, papa, parce que je sais que tu vas écouter ça. Mais quand ça va pas, tu dois de toute façon rebondir, tu sais. Et du coup, moi, je pense que c'est quelque chose qui est ma plus grande force, c'est que même quand ça va pas, c'est pas que je m'autorise pas de pas aller bien, mais je rebondis. Enfin, je saurais pas comment expliquer ça, mais en fait, moi, c'est la chose qui fait que je sombre pas. C'est que même quand ça va pas, je rebondis parce que je dois rebondir. Alors du coup, il y a un peu ce truc de... Avec Maureen, on dit tout le temps que c'est un peu du coup l'autruche qui met la tête sous le sable. Mais en fait, c'est ce qui fait que ça me maintenait à flot à l'époque où ça allait pas. Aujourd'hui, je vais bien, donc c'est pas... Et on a eu un deuil dans ma famille qui était pas forcément évident. Et du coup, là aussi, si je m'étais pas permise de rebondir, je pense que ça aurait été difficile.
Oh waouh. C'est ok, ça. Voilà. Mhm. Mais du coup, je pense pas, non. Mhm. Voilà, tu peux lire la prochaine question parce que Ouais, j'ai bah, pas du accès coup, moi, à l'ordi. Pardon, c'est... ouais. Non, pas de souci. Est-ce que tu perçois, bon, bah, du coup, oui, je suppose, parce que tu l'as quand même défini avec ta famille et tout, mais par rapport au moment où c'est arrivé, tu as eu l'impression qu'il y a eu un impact sur certaines relations, sur ton travail, sur tes études ou des choses comme ça? Mhm. Pour moi, la dépression à ce moment-là, c'était vraiment comme un sac à dos à porter et que tu traînes partout. Et quand j'étais diagnostiquée, j'étais en première de lycée et ça m'a énormément aidée parce qu'à ce moment-là, ah oui, il faut savoir que j'ai le syndrome Gilles de la Tourette et Ok. du coup, c'est vraiment sous forme de tic nerveux. Et quand c'est plus violent, vraiment quand j'ai beaucoup d'angoisse, j'en ai toujours un petit peu, mais ça s'est vraiment calmé avec les années. C'est Mais fou, quand ouais, parce que j'étais là, on voit petite, rien. ouais, et quand Ouais. j'étais petite, c'était, et même jusqu'à il y a encore 2 ans, c'était hyper violent. Et les moments de fatigue extrême, ça vient même des tics vocaux, où je fais des bruits et je me rends pas compte, ou alors il y a mon corps qui bouge, etc. Et ça, pendant la dépression, c'était vraiment très violent. Et par exemple, à l'école, au lycée, la dépression, ça me faisait pas dormir parce que j'angoissais toute la nuit, je faisais des crises d'angoisse, donc je faisais des insomnies. Après, j'arrivais à l'école, j'étais à cran, j'avais mes tics à fond, plus t'as le combo idée noire et Mais du coup, tu tu le savais détestes. déjà à l'époque que tu avais ça? Le syndrome Gilles de la Tourette, depuis petite, ouais, ça c'est vraiment Ok. depuis toute petite. Et en fait, à ce moment-là, c'était horrible parce que les profs, ils me sortaient de l'école. Ils me sortaient de la classe Ouais, il n'y parce avait pas que... de Ben non, compréhension parce de... qu'ils étaient là, vous pouvez arrêter de faire du bruit. Et moi, en fait, je me rendais pas compte parce que c'était des tics... voilà, je me Mhm. rends pas compte. Et je me souviens de 2 profs qui m'avaient sorti. Et pour moi, c'était tellement une violence parce que je me disais, mais en fait, déjà, moi, je me lève, je viens à l'école, C'est tellement j'essaye de injuste. faire Ouais. et j'arrive pas, en fait. Et, du coup, après, j'ai été diagnostiquée. J'ai eu un certificat médical qui disait que si j'étais pas là, c'était dans tous les cas excusé. Et ça, c'était tellement un soulagement Mhm. parce que je me suis rendu compte là, je pouvais vraiment lâcher. Mais du coup, si je me permets de te couper, puisque tu avais certificat et que tu étais diagnostiquée en dépression, comment est-ce que tu trouvais la force à certains moments d'aller et pas reposer sur le fait de se dire j'ai un certificat, au pire quoi, ils vont faire quoi? Mais à ce moment-là, franchement, je me suis totalement reposée sur le certificat. Mhm. J'allais à l'école, mais parce que pour ma mère, les études, ça a toujours été hyper important. Et elle me disait, vas-y, tu te lèves, tu y vas. Et du coup, j'y allais, mais je savais que à la deuxième période, j'allais partir. Mhm. Et à ce moment-là, franchement, je fuyais l'école parce que c'était juste plus une angoisse qu'autre chose. Après, j'ai redoublé et l'année d'après, ça allait mieux. Mais ça suivait toujours. C'était quelque chose, là, c'était plutôt l'impact à l'école. Après, il y avait l'impact dans les relations. Donc, c'était lourd parce que j'arrivais déjà pas à ressentir mes émotions, à les gérer. Donc, j'avais l'impression que j'étais toujours un fardeau pour l'autre personne et en même temps, j'attendais que l'autre personne me sauve aussi. Mhm. Et c'était terrible parce que la dépression, en tout cas pour ma part, il y avait aussi un énorme manque d'amour envers moi-même. Et du coup, j'avais aussi la croyance que quelqu'un allait me sauver. Que Ouais, ça, j'allais... tu l'avais dit Mhm, dans le dernier épisode, je Ouais. crois. Hein. mhm. Que j'allais tomber sur quelqu'un qui allait couvrir toutes mes failles. Mhm. Bon, ça me met les frissons et chaque fois, ça me met un peu les larmes. Mais le plus T'inquiète, beau moment... t'as le droit de Ouais, pleurer. c'est bon. C'est tout sensible. Mais en fait, le plus beau moment, c'est quand j'ai compris que cette personne, ça pouvait être que moi. Mhm. Et je me suis dit, mais t'as attendu toute ta vie que quelqu'un te sauve alors qu'en fait, t'avais toutes les clés à l'intérieur de toi. C'est juste que tu pensais pas que tu pouvais être une belle personne à ce point-là. Et ça, ouais, ça a beaucoup impacté mes relations et ma famille énormément. Parce que quand j'ai eu ce moment où vraiment d'un coup j'ai décidé de m'en sortir, je me suis rendu compte à quel point j'avais été égoïste aussi. Parce que c'est tellement douloureux la dépression et ça peut paraître violent comme je le dis, mais que
t'es très égoïste. Mhm. Parce que t'as Ouais. tellement mal que t'es centré sur ta douleur. Mhm. Et je me rendais pas compte, peut-être le mal que je faisais autour de moi, je me rendais pas compte que mes parents souffraient. Parce que pour moi, je me disais, bah non, vous êtes pas en dépression. Donc en fait, Ouais, vous savez pas. vous savez pas. Mhm. Et sur l'échelle de celui qui va le moins bien, bah moi je suis tout en haut. Mhm. Donc vous devez dans tous les cas vous soumettre au fait que j'aille pas bien. Mhm. Et après quand quand ça allait mieux et que j'ai eu la force aussi de confronter les gens autour de moi, bah je me suis rendu compte en fait qu'il y a plein de gens autour de moi qui étaient en dépression, c'est juste qu'eux en parlaient pas et que moi j'en parlais et que peut-être je prenais la place que eux n'osaient pas prendre. Et ça aussi, c'était un travail à faire que de se pardonner ça, Mhm. d'avoir pu être quelqu'un de pas sympa et pour les autres, pour les gens qu'on aime en fait. Mhm. Mais et je pense que c'est hyper beau et ça permet aussi de clore un peu un espèce de chapitre que justement d'arriver à se pardonner et surtout à réaliser. Parce qu'il y a aussi des gens qui sortent de dépression et qui font pas le chemin de se rendre compte qu'ils ont oublié les autres, qu'ils n'ont pas forcément vu les autres et puis qu'ils ont pu blesser d'autres personnes, tu vois. Puis il y a un peu cette sortie en se disant, ben, quand t'es la personne à côté et que la personne que tu aimes, que tu apprécies, que tu soutiens, que tu connais, sort de sa dépression, tu vas de toute façon tout prendre de ce qu'il y a de bon. Parce que ça a été tellement terrible avant. Mais du coup, ça lui permettra pas forcément, si la discussion ne s'engage pas, de réaliser à quel point ça a pu être aussi difficile pour d'autres et puis à quel point il a pu faire des choix égoïstes ou des actions qui n'étaient pas forcément justes. Et je trouve que c'est trop fort et intelligent. Enfin, on voit que tu as eu un parcours où tu t'es tellement remise en question parce que pour en arriver à se dire, ben, en fait, ouais, maintenant je réalise et j'ai pu avoir les conversations avec les gens qui m'entourent pour comprendre que j'avais aussi peut-être pu faire du mal involontairement, évidemment. Et de savoir se le pardonner, je trouve que c'est trop beau. Parce que ce qui est aussi compliqué dans la dépression, dans le fait de s'en sortir, c'est de tout d'un coup devoir être responsable de ses actes. Parce que quand tu es en dépression, pendant un moment, je me suis un peu cachée derrière ce diagnostic. J'agissais super mal. Vraiment, je faisais hyper souvent des crises d'angoisse. Et au bout d'un moment, je pense même que j'avais un petit côté de manipulation où si quelque chose Malgré allait pas, ouais, si quelque chose allait pas totalement dans mon sens, c'était un peu ce truc de genre, bah, tu fais une crise d'angoisse, dans tous les cas, les gens ils vont plutôt, mais c'est horrible, hein, mais les gens, ils vont Ouais. plutôt se dire, oh, mais ça va aller, la pauvre, etc. Parce que tu fais une crise d'angoisse hyper violente, tu sais, où tu te griffes, tu vois rien, tu tombes dans les pommes et tout. Et du coup, bah, tout ce que tu parlais d'avant qui n'était pas agréable, bah, tu le laisses de côté parce que là, il y a quelqu'un qui va hyper mal. Et ce qui est super difficile, c'est vraiment de tout d'un coup devoir être responsable de tes actes, de devoir être adulte, de plus être perçu comme la personne qui va pas bien. Parce que quand t'es la personne qui va pas bien aussi, il y a plein de choses qu'on ne dit pas, il y a plein de choses qu'on te pardonne, ou qu'on te pardonne pas, mais qu'on vient pas te dire en face. Et ça fait que t'es aussi protégé d'une certaine manière, mais ça fait que t'es un peu comme un côté d'un enfant. T'as un peu des œillères sur certaines C'est ça, certaines totalement. Ouais, parce on te que... déresponsabilise de pas mal de choses. Exactement. Et ça, c'était dur de prendre cette responsabilité-là. De tout d'un coup se dire, ben, non, je peux plus dire je suis en dépression. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de dire, ben, non, c'est plus le cas. Et je crois que ce qui avait encore mis une plus grosse... vraiment, ça avait creusé ma tombe. Mais c'est à un moment donné, mon médecin de famille, il a dit, mais écoutez, là, c'est tellement violent. Moi, je suspecte des troubles de schizophrénie. Il m'a donné des médicaments contre la schizophrénie que j'ai littéralement pu prendre un mois parce que apathique. Plus personne ne me reconnaissait. Je n'arrivais plus à me lever. J'arrivais à marcher 10 minutes et c'était tout. Mais ça, c'était la médication et le fait qu'il y a un diagnostic lourd. C'était un peu c'était un peu le saint graal de ma victimisation. Il n'y a plus personne qui pourra jamais me dire que j'ai fait quelque chose de faux parce qu'en fait, j'ai quelque chose de plus. Ouais, j'ai une excuse. J'ai une excuse en plus. Et c'était horrible, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'était vraiment... au lieu de peut-être m'aider à me dire, ben voilà, c'est reconnu et je vais aller mieux, ça m'a juste mis, ben non, en fait, je suis hyper bien dans mon rôle de petite chose qu'on doit prendre soin. Ouais.
Mais je pense que c'est le cas de pas mal de personnes dans cette situation, de se mettre dans cette position de victime. Puis, mais parce que je pense que t'as un autre ressenti aussi, t'es pas dans la même réalité que tout le monde. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de diagnostic. Non, Quelqu'un non. qui vit, j'en sais rien, se fait perdre son travail. Il y a des gens qui se diront ah ouais ben putain mince j'ai perdu mon travail, il faut que je rebondisse. Et d'autres qui diront non mais à part ça j'ai le droit d'être malhonnête parce qu'en ce moment je vais pas bien, j'ai perdu mon travail. Et je pense que ça arrive souvent autour de nous. Ou les gens qui se plaignent constamment des mêmes choses mais qui ne font rien pour que quelque chose change. Et ça, c'est quelque chose c'est cette année vraiment que ça m'a fait le déclic. C'est que s'il y a quelque chose qui va pas chez toi, qui est difficile, j'entends, tu peux le changer. Et en fait, mais c'est tout bête, hein, mais par exemple, dans ma famille, ben, j'ai eu quand j'étais adolescente vraiment des troubles de l'alimentation et ça m'a poursuivi jusqu'à encore cette année. Vraiment maintenant c'est plutôt de la boulimie que justement je suis en train de faire guérir. Et avant c'était vraiment schizophrénie. C'était vraiment anorexie exactement. Et puis après boulimie et hyperphagie. Et en fait, pour moi, ça faisait partie de moi. Je me disais, ben non, dû à mon contexte familial, parce que j'ai des membres de ma famille qui ont aussi ça, ben c'est normal, dans ma famille, on a ça, on est sensible à l'alimentation. Et je me disais juste, ben voilà, tu dois apprendre à vivre avec. Et en fait, cette année, ben, je pense, à cause et grâce à l'Ironman, mais c'est un volume tellement important de sport que tu es vraiment amené à tes limites. Et en fait, les petites fissures que tu pensais avoir colmatées et en fait que tu as juste mis de côté, ben là, à ce moment-là, ça devient des crevasses. Parce que tu es mis face aux choses que tu voulais pas voir, où tu t'es dit non, mais c'est bon, ça va aller. Et l'alimentation, je me suis voilée la face, mais je pense ces 5 dernières années, genre, je suis guérie, alors qu'en fait, je mangeais, mais je pouvais bouffer 6000 calories, et tout d'un coup, je me disais, ah, mais non, en fait, là, du coup, t'as mangé 6000 calories, tu dois rien manger pendant 2 jours. Je mangeais pas pendant 2 jours, et j'allais courir chaumont. Et pas du tout équilibré, pas du tout sain. Et cette année, justement, grâce à l'Ironman, tout d'un coup, ça a commencé à venir, où je sentais ce truc de je suis en train de perdre pied. Là, il y a un truc qui vient et je me suis dit, mais en fait, t'es jamais allé chez quelqu'un pour juste parler de ça et traiter ça. Et du coup, j'ai juste cherché un spécialiste des troubles alimentaires et je suis allée, je me suis dit, mais en fait, je suis jamais allée voir quelqu'un parce que, avant, j'étais allée chez mon médecin de famille et puis, il y a la dépression. Et il y a tout ça qui autour aussi qui traîne, mais c'est un peu, ça fait partie de moi. Et du coup, je pense que ça fait partie du fait de la dépression, mais aussi de chaque individu en général. On a notre propre responsabilité de nous-mêmes. Et que en fait, il y a plein de choses qu'on accepte comme si ça faisait partie de nous. Ouais, alors que tu peux Qu'on juste faire résigne, le c'est pas, ça. tu peux aller Comme le on se traiter. résigne à- C'est ça, traiter ou alors aider à le stabiliser, par exemple. Je comprends qu'il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres, mais il y a, pour plein de gens, c'est un trait de caractère. Non, non, mais moi je suis quelqu'un d'anxieux et t'es là. Non, c'est juste que peut-être t'as plus de sensibilité que quelqu'un d'autre vis-à-vis de quelque chose et puis que on t'a pas encore donné ou que t'es pas encore allé chercher la technique qui t'aidera à plus le prendre autant violemment, mais pour toi. Et ce fait d'être responsable de soi et de voir que les failles qu'on a, on peut vraiment faire le travail pour, c'est aussi une responsabilité. J'ai une question peut-être bête, mais la dépression, t'es toute ta vie dépressive ou c'est des moments, genre quand tu dis j'ai été diagnostiquée, ça veut dire que maintenant aujourd'hui je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est peut-être pas le bon terme, dépressive en rémission, genre, ou c'est plus du tout quelque chose qui est actuel, où tu te sens, enfin tu sais que t'es peut-être plus fragile ou peut-être plus à même que quelqu'un d'autre de retomber dans ça. Comment est-ce que ça se traduit sur du Mais on long dit pas terme plutôt que c'est genre un état dépressif Je sais pas justement. ou pas? Je sais pas, ouais. Je dis ça comme il me semble que l'état dépressif, c'est plutôt par exemple sur une courte période, par exemple une semaine ou comme ça,
Et Ok. dès que c'est un peu plus longtemps et vraiment régulier tous les Là, jours, c'est- tente vraiment en dépression. Ok. Peut-être je dis Non, n'importe non, mais, quoi, Non, mais ça paraît ça fait assez- sens. Ouais. Ouais. Mais après, je sais que je suis quand même quelqu'un de sensible à ça. Je dois quand même faire attention. Je sais que maintenant j'ai les ressources et en fait, le fait d'avoir, comme on avait discuté dans le précédent épisode, le fait d'avoir touché le fond, j'ai eu tellement mal à ce moment-là que je sais, mon corps a enregistré qu'il pouvait s'en sortir. Mhm. Donc c'est comme si tu avais un seuil de douleur et ton corps il sait que ce seuil de douleur, le pire scénario possible qu'on avait imaginé, il est arrivé et on a survécu. Donc au final le reste ça peut faire mal, mais on va y arriver. Et je pense, bah, j'ai encore des épisodes dépressifs, bah, même il y a la semaine dernière, genre, on avait 4 jours de... Avec les fériés, j'ai dit Ouais, les vendredi, samedi, fériés. dimanche. Ouais. J'ai passé 48 heures dans mon lit, sans me doucher, sans manger. Genre, j'avais pas la force. Mhm. Et j'ai fait que de pleurer. Et à ce moment-là, je me disais, ben, à ce moment-là, par contre, j'ai gardé le fait de me parler à moi-même, de me dire, Jade, Ouais. c'est pas grave. Ça arrive, là, juste, il y a quelque chose que t'as pas compris, que tu dois laisser sortir. Et ça va aller. Et tu sais, je me parle un peu, Margot, on va se mettre bien. Alors que vraiment, je suis en train de pleurer, je suis là, je sais pas ce que je fais. Et je suis là, Margot, t'en fais pas, ça va aller. Et j'ai vraiment cette double personnalité où je me dis, bah, c'est bon, tu le laisses aller. Et j'ai quand même cette conscience de, on va s'en sortir. Il y a ce moment-là, mais de pas tomber non plus dans le positivisme toxique Ouais, c'est ça. de mais Ouais. vas-y, mais va courir, lève-toi. Là, j'ai pas fait mes entraînements pendant 3 jours. C'est pas grave, Jade, parce que si tu les avais fait, t'aurais juste pleuré sur ton vélo et au final, t'as pas envie de ça. T'aurais pas envie de forcer Et puis quelqu'un qui parfois, t'aime à ça fait faire du ça. bien de faire un repos physique et moral. Enfin, c'est C'est peut-être ça. aussi le repos physique qui des fois permet au moral, au mental de parler, tu vois. Exactement. Et Mais si c'est se respecter soi-même que de s'écouter si tu Mhm. sens pas, si tu vas pas bien, et que tu sens que le sport, ça, c'est pas genre un manque de discipline ou un Mhm. manque de motivation, eh ben, il faut pouvoir s'écouter, ça c'est sûr. ça. Mais pour répondre à ta question, je pense que j'ai quand même cette tendance tout d'un coup à pouvoir être au fond du bac. Mhm. Ça m'arrive encore, mais où je sais que maintenant j'ai les outils pour. Donc c'est pas que j'ai plus du tout d'idées noires par exemple, j'ai plus du tout de crise d'angoisse alors que ça Ça, c'est fou parce que t'en parles. Enfin, t'as beaucoup parlé d'anxiété, je trouve, avant. Et c'est fou de se dire que c'est plus du tout quelque chose qui fait partie de ton Mhm. quotidien. Alors que les crises d'angoisse, ben j'en ai fait depuis mon plus jeune âge, je pense depuis mes 2 3 ans. Et vraiment, on a comment on dit, une blague dans la famille. Mais une de mes premières crises d'angoisse, j'avais 2 ans et demi. Et en fait, c'est parce que je faisais des câlins à ma mère. Et ma mère, elle devait se lever parce qu'elle pouvait plus me faire de câlins. Et en fait, j'ai fait une crise où je lui ai dit, mais si tu t'en vas, je me fais du mal. Et ma mère, elle s'est Oh, dit, à wow. 2 ans, elle veut faire quoi? Et en fait, ma mère, elle s'est levée parce qu'elle devait juste aller vérifier quelque chose dans le four. Et en fait, elle est revenue et j'avais la table du salon qui était une table en marbre. Et je me suis renversée sur le pied. Et je me suis cassé le pied. Et du coup, mes parents ils disaient, mais à ce moment-là, on s'est dit, il y a un truc, elle Oh, doit wow. apprendre à gérer ses émotions. Et du coup, de mon plus jeune âge, c'était vraiment mes émotions, quelque chose qui me prenait. Et je crois que la dernière crise d'angoisse que j'ai faite, c'était il y a peut-être vraiment violente, c'était il y a peut-être 3 ans. Mais tu ressens encore de l'anxiété? Beaucoup moins qu'avant. Mais Mais de temps en t'arriver temps, ça peut Ouais. m'arriver, oui, clairement. Je m'excuse, je fais que de bouger. Mais comparé à comme. Vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une Jade d'avant et une Jade d'après. Et la Jade d'avant, genre, elle était dépression et elle était anxiété. C'était vraiment tous les jours, c'était difficile. Un rien pouvait me faire démarrer une crise d'angoisse. Je pouvais faire une crise d'angoisse parce que j'avais renversé un verre et je me disais, mais si t'existais pas, ce verre serait encore là. Horrible. Putain, c'est dingue. Alors que maintenant, je le casse et je suis là, oh bah merde. Et je me dis alors que... Limite, tu te dis marrant. Ouais, exactement. Si j'avais été un peu plus attentive. Qu'est-ce que je suis j'aurais pas- gauche. Ouais, Oh là là, j'ai deux mains. vraiment, quelle pive. Mais oui, j'ai quand même encore de l'anxiété, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et je pense que vraiment,
ce fait de tout d'un coup d'avoir touché le fond, tu te dis, ben, juste à cette conscience que tu peux t'en sortir et que ça va aller. C'est ouf. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, je sais pas combien mai on est, Le 22. 22, merci. Est-ce que tu penses que tu te connais en termes de mental et de bien-être? Parce que tu dis que tu as touché le fond, tu sais que tu vas remonter, tu sais que tu es sensible à potentiellement pouvoir toucher le fond. Est-ce que tu penses que tu te connais à ce niveau-là? J'apprends toujours, notamment... alors, je dirais déjà, je m'écoute beaucoup. J'arrive beaucoup, si je suis toute seule, je m'écoute beaucoup. J'arrive à analyser beaucoup les situations dans lesquelles je me suis sentie bien, dans lesquelles je me suis pas sentie bien. J'arrive aussi à me parler à moi-même en me disant, ben, tu t'es pas sentie bien parce que ça t'a rappelé ça et que c'est pas par rapport à la personne. Donc de pas non plus mettre une faute sur quelqu'un d'autre ou sur une situation, mais aussi de ramener à moi comment une prochaine fois je peux faire pour que ça m'atteigne plus. Mais je vois que là où des fois je me mets peut-être un peu de côté, c'est dans l'adaptation aux gens. Où des fois j'ai peut-être trop envie d'être la personne qui va bien et où du coup ben, je me sens forte et j'arrive à l'idée et tout d'un coup en fait je me retrouve toute seule et je suis là mais bullshit ça allait pas et en fait tu t'es pas trop écouté à ce moment-là et en fait c'était pas vrai ce que t'as dit et du coup il y a ça encore où j'apprends à me connaître, je pense à mettre mes limites, mais ça ce sera toute ma vie, à mettre mes limites, à définir le moment où je le fais pour les autres, où je le fais pour moi-même, enfin le moment où je le fais pour faire plaisir aux autres et le moment où je le fais vraiment pour moi-même. Mais ça, c'est toujours un équilibre à avoir. Mais clairement, je me connais beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Ok. Et vous avez l'impression que vous connaissez? Moi, je pense que j'apprends aussi. Moi, j'ai l'impression que sous plein d'angles, je me connais de ouf, mais sous plein d'angles, j'ai vraiment pas envie de me connaître. Tu sais. Du style? Je sais pas, si je vais pas bien, je vais aussi avoir un peu le truc de faut garder le cap, meuf. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça et pas autrement. Et du coup, je pense que vis-à-vis de moi-même, je vais pleurer, je vais réfléchir, je vais essayer, mais jamais je vais le montrer aux gens, ou très peu. J'ai quand même un petite. Mais est-ce que ça peine à te ça. pèse de le garder que pour toi? Je crois pas que ça me pèse, mais je pense juste que du coup, ça peut créer un inconfort social. Parce que je vais pas être 100% honnête avec les gens que j'ai en face. Et du coup, tu vis pas la même chose que quand toi, tu vas bien et que tu partages normalement des moments avec les gens. Et typique, ça soit au travail, les amis, la relation de couple, la famille. Ouais, j'ai un peu un côté fierté envers moi-même ou je sais pas, c'est de la pudeur ou j'en sais rien. Ouais, franchement, je saurais pas trop définir. Mais je travaille là-dessus. Je sais que c'est quelque chose typique dans ma relation amoureuse. J'avais vraiment trop tendance à faire passer toutes mes émotions de côté, de pas les mettre en avant. Et puis en fait, après, il y a une incompréhension parce que le moment où moi je pète un câble, bah en fait, on n'a pas vu les signaux et tu m'étonnes, tu vois. C'est trop moi. Et du coup, Je fais ça aussi. et du coup, maintenant, j'essaye vraiment, avec toute ma fierté encore, d'aller dire, bah là, il y a ça et ça qui Ouais. ça va pas, j'arrive pas à gérer. Mais je vais pas pleurer devant toi. Ouais. Je vais faire la forte, mais je vais essayer de poser ça, puis je vais vite partir. J'ai pas trop envie qu'on en discute, mais au moins tu sais que. Ouais. Mais est-ce que... Moi, j'ai une hypothèse, mais peut-être elle est complètement fausse. Parce que comme t'es quelqu'un qui prend beaucoup... je sais pas comment expliquer, mais... C'est pas que tu prends les énergies des autres ni leurs émotions, mais t'es Mais oui, quand j'y même... suis hypersensible. Ouais. Ouais. Et du coup, tu souffres, ou j'ai l'impression en tout cas, de situations qui arrivent aux gens autour de toi, parce que justement, tu prends leurs émotions, tu as tellement de compassion que t'es mal pour eux. Est-ce que tu veux pas un peu protéger ton entourage de tes émotions à toi? Je sais Pour pas, pas mais qu'ils déjà, je ressentent pense ça. que je souffre pas des émotions des gens. Je pense que ça me rend triste de les savoir dans certaines C'était dans émotions. son sac. Ouais. Mais Merci moi, de- je vais plus avoir de la peine, enfin vraiment une émotion qui est pas futile, mais j'ai l'alarme hyper facile pour tout, mais c'est pas pour autant qu'à l'intérieur de moi, je vais crever de souffrance, à moins que je sois dans une période de mon cycle où j'ai l'impression que je dois crever de souffrance. Ouais. Là, peut-être que ça, je vais utiliser ça comme excuse pour
me dire j'ai au moins une excuse d'être pas bien, alors que meuf, t'es juste dans ta phase pas ouf. Mais je pense que oui, il y a un côté où je laisse pas place à mes émotions parce que je mets de l'importance à ce que les gens puissent parler de leurs émotions, dire s'ils vont pas bien, puis s'ils vont pas bien, moi je vais me faire minuscule, puis ben, je vais être capable de cacher pas mal de choses, je pense. Donc oui, je pense qu'il y a une part de ça. Ouais. Mais je sais pas si c'est volontaire ou pas, enfin, je sais pas. C'est assez bizarre. Mhm. Mais je vois ça, je pense encore maintenant, surtout dans ma relation amoureuse, c'est de réussir à dire quand quelque chose m'a... En fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses où je suis au clair à dire, par exemple, comment je me suis sentie sur une situation, surtout si elle concerne pas la personne avec qui je suis ou qu'elle me concerne pas moi directement. Tu vois, si c'est quelque chose qui s'est passé par exemple au travail ou comme ça, ou quelque chose qui s'est passé avec une copine, je suis hyper à l'aise d'en parler. Mais quand ça concerne la personne directement, j'ai un peu ce truc où c'est quand même difficile encore pour moi de réussir à dire à ce moment-là, je me suis sentie blessée. Et j'ai l'impression que je dois toujours avoir aussi une bonne raison. Ouais, ben moi j'allais dire souvent je sais pas mettre les mots, je sais pas comprendre qu'est-ce qui m'a fait ressentir ça. Et du coup, j'ose pas en parler parce que je saurais même pas comment le définir et j'ai l'impression que je devrais défendre un truc. Ouais, exactement. Tu vois, alors que c'est même pas le but. On pourrait juste dire il y a 5 minutes j'étais pas bien. Je saurais pas te dire vraiment pourquoi, mais Ou la genre, je me suis situation, sentie mal quand l'osmose, t'as le fait truc. ça, Ouais. peu importe, ou enfin, pas, je sais pas quel Et puis que la personne, terme elle ait utiliser. rien fait de mal ou pas. Tu vois, il y Ouais, a c'est juste ça. des fois, t'as aussi des émotions et elles ont pas besoin d'être toujours suranalysées, surdéfinies. Et des fois, il y a des petites choses, on pourrait même pas se rendre compte, mais j'en sais rien. T'as peur des couteaux. Ton mec il te parle, il a un couteau dans la main, ce qu'il t'a dit ça t'a pas du tout violenté, mais en fait l'image du couteau, t'as vécu un truc mauvais, puis tu vas vouloir revenir sur cette conversation, mais toi tu sauras même pas que c'était le couteau, tu vois, mais t'as eu une mauvaise sensation. Clairement. Et pour revenir à ce que tu disais que des fois justement tu le caches et t'essayes un peu de garder la face quand tu te sens pas bien, etc. Je trouve ce qui est difficile dans ces moments-là aussi, c'est que t'essayes vraiment de paraître neutre, sauf que les gens ressentent que l'énergie elle est différente. Et souvent, quand on voit que quelqu'un se comporte différemment vis-à-vis de nous, au lieu de se dire peut-être qu'il va pas bien, c'est peut-être qu'il a quelque chose contre moi. Ouais, souvent les gens ils prennent contre eux. Et ils prennent contre eux, et du coup, après, t'es là, non, mais en fait, juste j'étais en train de me battre à l'intérieur pour rester, parce que limite, il y avait une soirée et tout le monde passait un beau moment, et t'es là, ben, j'ai pas envie de partir, j'essaye de rester, etc. Oui, en plus, si tu pars, on va te poser des questions, donc... Exactement, et t'es là, non, ça Non, non, ça va, je regarde. je regarde. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment difficile. Toi, t'as l'impression que tu te connais? Je pense que... Bien. Enfin, tu te connais, oui, mais... Ouais, je me connais, je lis ça. Non, Non, je pense que je pense que gentiment, oui. Je pense que il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'étais très... Je faisais genre que j'étais pas du tout sensible. Genre, en fait, je me détachais tellement des situations pour surtout pas pleurer, pour surtout pas montrer que j'étais triste, pour surtout pas montrer que ça me touchait. Et aujourd'hui, c'est devenu même un peu un running gag dans ma famille. Genre, je vais à un enterrement, je ne connais pas la personne qui est décédée, je pleure autant que la famille de la personne qui est décédée, tu vois. Et du coup, je pense que d'avoir accepté le fait que, en fait, je suis pas hyper sensible dans le sens diagnostiqué de quoi que ce soit, mais que je suis très sensible dans beaucoup de choses, enfin, dans beaucoup de thématiques, et ben, je crois que ça a libéré pas mal de choses et je crois que oui, je me connais assez. Après, il y a plein de choses que j'ai encore la peine à dire, j'ai encore beaucoup de peine ne, à accepter de déplaire ou de dire des choses qui pourraient déplaire ou de faire des choses qui pourraient déplaire. Ouais, de passer pour la méchante. Complètement. J'aime encore beaucoup plaire et je perds encore beaucoup d'énergie à être ce caméléon un peu. Un peu le besoin de validation, mais sur tout et n'importe quoi. Enfin... Ouais, et sur des trucs où franchement ça m'apporte pas grand-chose, mais j'en suis consciente et j'ai entamé tout un processus pas de guérison, mais de prise en compte de ma santé mentale et j'ai toujours un peu senti que, bah, comme tu disais avant, j'étais soit toujours trop, soit toujours pas assez, mais pas en mode tristesse, en mode plutôt un peu énergie, en mode
je me demande tout le temps, est-ce que j'ai pris trop de place? Est-ce que j'ai laissé suffisamment les Ouais, gens je parler? Est-ce que... Et du coup, j'ai pu entamer des démarches par rapport à ça, et j'ai eu un certain nombre de réponses que je cherchais. Peut-être qu'on fera une fois un épisode, peut-être pas, mais ça m'a pas mal soulagée de savoir que... Mais c'est drôle, parce que c'est un peu à l'inverse de ce que tu dis, hein, mais de savoir qu'il y a une partie où je suis complètement responsable, Mhm. et je dois apprendre. Puis il y a une partie où peut-être que je fonctionne différemment d'une certaine partie des gens. Mhm. Et c'est ok, ça veut pas dire que je vais me reposer là-dessus toute ma vie. Ça veut pas dire qu'à partir de maintenant, je vais dire ah, désolé, mais je fonctionne pas comme toi. Non, mais moi, tu peux comprendre tes schémas. Ouais, et je crois que du coup, ça me fait comprendre que c'est pas moi qui suis pas assez bien pour comprendre comment je fonctionne. Mhm, mhm. Mais en fait, il y a foncièrement des choses qui fonctionnent différemment d'un autre. Oui, ça c'est sûr. Et t'apprends en fait à accepter totalement ta personne telle qu'elle est. C'est ça. Et je trouve aussi d'être plus souple avec soi-même, ça te permet aussi d'être plus souple avec les autres. Ouais. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Tout à coup, Mince. j'étais trop dans un truc. Trop d'idées. J'étais trop dans un truc, trop d'idées. Oh, non, Ça de va toute façon. revenir. Ouais, je sais plus. Mais je pense que aussi on est dans une tranche d'âge où Ah, c'est bon, tu t'es souvenu? Ouais. Vas-y, avant que Ouais. tu perdes. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même fou parce qu'on a cette discussion. J'avais cette discussion-là avec 2 copines il y a la semaine dernière. Notre génération, comme elle fait un travail sur elle-même. Abusé. De ouf. Mais c'est hallucinant. Et bah, c'était avec 2 copines et on parlait. Elles ont beaucoup souffert de la relation avec leurs parents. Bah, moi, j'ai beaucoup souffert de ma relation avec mes parents. Enfin, je pense que c'est vraiment souvent la base. C'est tes premières interactions vraiment hyper fortes émotionnellement. Et on disait, mais c'est fou. Les belles personnes qu'on est. Vraiment, j'étais avec mes copines, je dis, mais c'est fou les belles J'adore. personnes qu'on est. Parce qu'on a vécu des choses où, si tu parles de ce que tu as vécu, de l'extérieur, tu te dis, mais comment tu parles encore avec tes parents, en fait? Mhm. Et tu te dis d'avoir cette génération où tu essayes d'aller vers tes parties d'obscurité. Tu essayes d'aller vers les parties d'obscurité des autres personnes. Mhm. Tu essayes vraiment de comprendre pour être en paix. Mais c'est incroyable. Parce que quand t'en parles autour de toi, des gens un peu de nos générations, nos parents, il y en a très peu qui ont fait ce travail-là. Mhm. C'est plutôt, eux, ils ont accepté. Ils ont accepté que, même des trucs hyper graves, ils ont accepté. Ouais, on a accepté que lui, il aimait les petites filles. T'es là, ok, non, en fait, c'est pas du tout acceptable, tu sais. Je peux me permettre. C'est pas du tout acceptable, tu sais. Et c'est la même chose, c'est, ah oui, Oui, c'est vrai. c'est, ah, mais, ah non, mais tu sais, elle, c'est une grande dépressive. Quoi, c'est une grande dépressive. Ouais, c'est vrai. C'est genre, c'est un trait de caractère pour eux. Ce que tu disais avant, ouais. Mhm. Et je trouve ça fou le travail qu'on fait. Genre que ce soit un commun autour de nous que en tout cas des femmes, hommes, j'en connais beaucoup moins, mais que des femmes de notre âge décident de faire ce Complètement. chemin-là. Bon, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de trauma quand j'étais petite et avec mes parents j'ai toujours eu plus ou moins une bonne relation. Forcément à l'adolescence Mhm. un peu moins, mais je peux les blâmer pour rien du tout. Et j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai décidé de faire ces démarches-là pour moi, pour comprendre si j'avais un TDAH, ils étaient... Alors pour eux, je pense que c'est particulier et ils comprennent pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais ils m'ont grave soutenue. Et genre, je leur ai demandé de remplir un questionnaire, ils ont été honnêtes. Trop On a chou. pu en reparler, on en a ri parce qu'on n'a pas du tout la même vision de moi-même et c'est très Mhm. drôle. Et du coup, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents ouverts à ça parce que de leur génération, je pense qu'il y a des gens qui pensent que je suis complètement une alien d'avoir fait ça. Mhm. Genre, parce qu'en soi, j'ai 28 ans, j'ai un travail, j'ai fini mes études et ma vie, c'est pas que j'ai tout coché, c'est pas du tout ça, mais disons que Elle est lancée, quoi. ouais, c'est ça. C'est que j'ai réussi Pourquoi à revenir en combler... arrière, Voilà, en fait? exact. J'ai réussi à faire en sorte que ce qui était difficile pour moi, je trouvais une solution pour compenser ça. Et puis, du coup, à quoi ça sert? Mhm. Et mes parents, ils ont jamais été là-dedans et je crois que j'ai beaucoup de chance. Mhm. Et toi, je sais que ta maman... Ouais. Voilà. Moi, j'avoue, chez moi, ça a toujours été hyper... Enfin, on en a toujours discuté de la santé mentale, mais j'ai mon papa qui s'est suicidé, donc automatiquement, c'était un sujet récurrent. Et du coup, ma maman, comme elle a vécu ça jeune, ben, pas le choix, quoi. Il fallait un suivi. Enfin, tu finis veuve à 32 ans, 3 enfants... Mhm. Enfin, hyper compliqué. Donc elle a fait ses suivis. Nous, on a aussi tous été suivis. Enfin, c'était pas une obligation, mais il y avait quand même un peu une C'était une espèce de nécessité. sécurité, une nécessité de se dire, ben,
faut peut-être quand même qu'on comprenne ce qu'ils ressentent, parce que moi, typique, j'étais vraiment petite, donc j'avais pas la même capacité à m'exprimer, à mettre des mots sur mes émotions et tout. Moi, très vite, la pédopsychiatre, ça me convenait pas. Enfin, c'était pas... j'étais pas à l'aise avec les mots, j'étais pas à l'aise avec ce genre de choses. Mais hyper vite, ma maman, elle m'a dit, ah, bah, c'est pas grave, tu sais, on peut aussi essayer ça, puis on peut aussi essayer ça. Puis du coup, elle allait sur des médecines alternatives. Puis en fait, j'ai essayé plein de trucs jusqu'à trouver des choses qui me convenaient hyper bien. Et moi, j'ai eu trop de chance parce que ma doctoresse, quand j'étais enfant, ma pédiatre, ouais, elle a vécu toute notre histoire avec nous, et elle a été tellement présente, genre sur toute ma vie. Moi, elle m'a gardée même quand j'étais majeure, tant qu'elle travaillait. Et du coup, à un moment donné de ma vie, il n'y avait un peu plus rien qui me convenait. J'avais trop de choses à dire, mais je ne savais pas comment les dire, j'étais en colère, enfin... Et du coup, elle me recevait dans son bureau le soir, 1 heure pour discuter, et c'était la personne qui me convenait, parce que c'était la personne avec laquelle j'étais le plus à l'aise à ce moment-là. Mais du coup, ouais, nous, c'est aussi la santé mentale, on en parle, on n'a pas du tout honte d'aller chez le psy ou autre. Mais encore, je pense qu'on a chacun une manière de faire les choses. Ma sœur bosse en psychiatrie, donc elle aussi, c'est bon, elle sait quoi. Enfin, elle va pousser les gens à prendre soin d'eux, parce qu'elle a trop d'exemples de personnes qui ont peut-être trop attendu ou qui font face à des choses différentes. Mais typique, je pense que mon frère, est-ce que c'est le fait que c'est un homme ou pas, pourtant il a grandi avec des femmes, puis on a toujours laissé place à ça, mais ça peut aussi être une question de personnalité. Je pense qu'il est moins à même de se dire je pourrais aller voir quelqu'un, alors qu'il l'a fait plus jeune. Mais actuellement, je pense qu'il le ferait moins. Alors que nous, on le conseillerait toutes, hein, évidemment. Ah bah oui, On perd évidemment, rien ça ferait à du ça. bien à beaucoup. De ouf. Et rien Mais que de personne parler ne de toi. devrait pas aller. Ouais. En fait, moi, j'ai trouvé ça ouf d'aller... Parce que quand je suis allée, j'allais bien. Enfin, je veux dire, j'ai été une fois voir une psy quand j'étais plus jeune, mais j'allais pas très bien. Du coup, forcément, les discussions, elles tournaient autour du fait que j'allais pas bien, puis tu creuses dans une certaine direction. Là, j'y suis allée en mode bonjour, pourquoi vous êtes là, tu vois? Et tu racontes ta life, tu racontes ce que tu as envie de dire, et j'allais bien, tu vois. Et je trouve que c'est hyper pertinent d'aller voir quelqu'un quand tu vas bien. Ouais, aussi. Parce qu'en fait, il a pu mettre des... Enfin, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet, mais il a vraiment pointé des choses où lui et moi, on se marrait. Parce qu'en fait, moi, je suis tellement dans mon truc que je remarquais même pas certaines choses. Et il était là, non, mais là, ça, par exemple, ça, c'est pas normal, c'est jamais... Enfin, c'est pas normal, mais... Il faut faire un petit peu attention. Ouais, genre, c'est peut-être... Peut-être prenez le temps de réfléchir à ce que vous dites, tu vois. Ouais. Et j'étais, ah ouais, purée. Et je trouve que c'est vraiment une béquille. Alors là, j'ai pas de suivi régulier, mais j'y suis allée quand même quelques fois. Et je trouve que c'est une béquille, je sais pas, je trouvais ça cool de parler de moi pendant un moment. Mais ça fait très égoïste, hein. Mais en fait... Mais puis c'est hyper ok. Mais surtout, je le c'est paye. hyper ok. Puis Ouais, puis c'est là C'est pour ça, hein. C'est pas là pour autre chose. Mais je trouvais ça cool. Mais je pense que ça revient aussi un peu dans cette idée de la Suisse, que c'est pas très bien vu de se mettre en avant. Et du coup, d'aller et de parler de toi, c'est mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vois plusieurs membres de ma famille, moi, notamment des plus âgés, c'était un peu... qu'est-ce que j'aurais à raconter? J'ai rien d'intéressant à raconter. Mais moi, le psy, c'était vraiment mon moment où je me disais, ça sera que moi. Ouais. Et en fait, des choses qui m'ont fait aussi trop du bien, mais c'est tout d'un coup, t'as un psy qui dit, je pense vraiment que vous avez, je sais pas, par exemple, une intelligence émotionnelle hors norme, et t'es là, vous trouvez? Genre, tu sais, des fois, ça m'a marqué. Mais, et en fait, ça fait trop du bien, parce que des fois, t'es là... je sens que je ressens plus que la moyenne. Ouais, puis que tu travailles là-dessus. Ou que tout d'un coup il te fait un compliment, que tout d'un coup il t'oriente un peu, etc. Je trouve que ça fait aussi trop du bien parce que ça recadre aussi un peu ta personnalité. Où tu dis, ok, c'est pas que moi dans ma tête qui remarque. C'est ça. C'est que peut-être effectivement que Ça c'est une légitime. capacité que j'ai et que je peux la mettre un peu à profit ou la travailler ou ça faire un peu attention et tout. Et je trouve qu'il faut pas avoir honte aussi de se mettre en avant sur certains points. Non. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'avant, tu disais, ouais, quand on me demandait quand j'allais pas, si j'allais bien, puis je disais non, les gens savaient pas quoi répondre. Et moi, je suis la première à dire, si on me dit salut, ça va, soit je dirais oui et toi, soit je dirais et toi. Je fais trop ça en fait. Et puis mon psy, la fois où j'ai dit ça, il m'a dit du coup, qu'est-ce qui va pas? Puis j'étais là,
bah, je vais bien, je vous ai demandé vous. Il m'a dit non, ça c'est une technique, je sais pas quoi. Donc il m'explique que ça veut dire que tu veux pas dire que toi tu vas pas bien et tout. Je te là, non. Et puis plusieurs fois, quand je l'ai vu, je lui disais, hey, vous, ça va parce qu'il allait partir en congé paternité. Je dis alors, ce bébé. Et il m'a recadré une fois tellement profond. Il m'a dit, genre, on n'est pas là pour parler de moi. Et tu sais, sur le moment, j'étais un peu là, mais mec, genre, tu sais, c'est juste de la politesse. Et après, j'étais là, mais grave. En fait, je te paye pour qu'on parle de moi. Vas-y, viens, je te demande même pas comment tu vas. Et en fait, c'est tellement un truc sociétal de demander si les gens vont bien parce que tu t'attends, mais moi la première, hein, qu'on te dise oui et toi. Moi, si on me dit, franchement, pas ouf. Moi, je suis désolée, mais je crois que je m'attends pas à ça. Je sais. Mais toi, je sais. Comme quand tu me demandes si je vais bien et que je vais vraiment pas bien, bah c'est difficile pour moi de dire oui et toi parce que je sais que tu lis dans mes yeux. Avant de répondre. Tellement. Mais bref, je trouve ça fou comme on est programmé à dire oui, ça va bien, oui. Et je trouve ça marrant. Bref, c'était une petite anecdote. Mais ça, je vois tellement dans ma relation amoureuse. C'est... En fait, des fois, j'aime bien choisir aussi le moment où je dis que je vais pas bien. Parce que quand quelqu'un te demande « mais ça va ?», tu sais, t'es un peu là, j'ai pas décidé de le dire maintenant. Ouais, mais tu te sens un peu agressé, genre, Ouais, tu à te quel sens un moment peu c'est toi qui décides? Ouais, et du coup, genre, des fois, il vient, puis il est là « mais ça va ?» Et vraiment, mais on dirait un robot, je suis là « oui, et toi ?» Et il me regarde, il me dit « mais Jade, je vois que ça va pas. » Mais après, t'es là, non. Non. Ouais. Je fais non, ça va hyper bien. Et tu sais, t'essayes de sourire, mais au fond de toi, t'es là. Non, ça va Tu pas sais du que tout. t'es dans un mytho. Puis sais d'un que autre t'es côté, moi je suis toujours là, mais en fait, si tu me connaissais suffisamment, T'as tu même pas verrais que besoin je de vais me pas bien, donc demander. t'as pas besoin de me demander. Et surtout de venir, des fois, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est un peu comme un prof qui vient. Je sais que tu vas pas bien, et t'es là. Bah, si tu sais que je vais pas bien, fais des trucs pour que Bah j'aille ouais. mieux. Mais ouais, c'est ça, tu peux, plutôt que de poser la question, ah, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Ouais, exactement. Quelque chose te De ferait du ouf. bien. Ou prends-moi juste dans C'est les ça. bras. Ouais. Bah moi c'est trop drôle parce que c'est la manière dont j'aimerais qu'on réagisse avec moi et quand mon mec va pas bien, j'évite la question du bon qu'est-ce qu'il y a, tu vois. J'ai pas envie parce que peut-être qu'il a pas envie de me dire. Du coup je vais lui dire tu veux que je te fasse un thé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait du bien? Est-ce que tu vas aller marcher? Et c'est arrivé qu'il s'énerve puis qu'il me dit bah je sais pas, bah demande-moi. Hein, tu veux pas savoir pourquoi ça va pas? Mais non, mais je veux que ça vienne de toi, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de la tire-moi les verres du Bah nez. et c'est trop drôle parce qu'on fait l'inverse de ce qu'on aimerait avoir. Enfin, moi j'ai l'impression de faire bien comme ça, puis en fait à certains moments ça lui satisfait pas. Bah, moi dans ma relation, moi j'aime parler de tout et j'aime comprendre. J'aime comprendre comment tu t'es senti, pourquoi tu t'es senti comme ça. Et je vais loin parce qu'en fait si tu m'expliques pas tout ça, je peux pas me mettre à ta place. Et du coup, bah c'est arrivé plusieurs fois qu'en fait ils me disent pas quand il y a des choses qui vont pas bien. Parce qu'il m'a dit mais en fait ça me saoule, tu vas me poser 36 000 questions et j'ai pas envie de réfléchir à comment je me sens. Et moi bah justement chez mon psy j'étais là, mais donc vous vous rendez compte qu'il veut pas savoir comment il se sent. Et t'as mais Julie vous devez accepter que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Et moi c'était ouf parce que pourtant j'ai 28 ans, j'ai quand même un peu d'années derrière moi. Du Je n'avais bagage. pas, c'est du bagage. J'avais pas capté que les gens pouvaient fonctionner différemment que moi. Que genre j'avais pas la science infuse dans cette façon de faire. Mais c'est ouf. Ouais. Mais surtout aussi quand tu fais ce travail-là sur toi-même, c'est très frustrant de te rendre compte qu'il n'y a pas tout le monde qui veut le faire. Oui. Je pense notamment à une de mes précédentes relations où c'était hyper dur pour moi parce que moi je faisais du travail sur moi-même, je voyais que quand il y a quelque chose qui me pesait, j'allais chercher des clés pour mon développement, etc. Et je sentais que la personne en face de moi avait la même. Et j'essayais de lui tendre des perches, mais il voulait pas. Et en fait, je m'énervais au bout d'un moment. Je disais, mais vas-y, mais sors ce que t'as au fond, en fait. Je me disais, mais pourquoi tu te permets... Et en fait, ce qui me blessait aussi, c'est qu'il se permettait pas d'être vulnérable devant moi. Moi, je suis hyper vulnérable devant toi, tu sais, je pleure, tu me vois dans tous mes états, tu connais toute ma vie, tu m'amènes chez le psy et tout, et tu te permets pas d'être vulnérable devant moi. Et pour moi, ça, par contre, c'est inconcevable. Parce que tu te dis, comment tu peux être au courant que ça va pas et accepter? Je comprends, ouais. Et ouais, ça veut dire qu'il y a peut-être une partie de toi que... T'as besoin de réparer les autres. Ouais, t'as besoin de réparer les autres. Peut-être tu t'aimes pas assez pour te dire que tu mérites pleinement ce moment-là ou comme ça. Mais c'est vrai que je comprends du coup ce que tu voulais dire, que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir ce moment où tu te rends compte que les gens n'ont pas forcément envie en fait Ouais, ils d'aller. fonctionnent pas pareil. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok.
C'est ok, grain de sarrasin. Jeanne, on a une dernière question pour toi. Oui. Tu veux la lire toi, Mo, ou je la dis Non, moi? tu peux, vas-y. Ok. Tu peux, vas-y. Tu peux, vas-y. Tu peux, Vas-y, vas-y. Vas-y. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui ne va pas bien, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pas bien, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pas bien, quels seraient les conseils ou quels seraient les conseils que tu donnerais à cette personne? Je donnerais le conseil de ne pas vouloir sauver la personne. Parce qu'il y a personne qui... Dans le sens, tu peux pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Je trouve que c'est hyper important dans ces moments-là de montrer qu'il y a une présence qui est là. Donc montrer que tu es là pour la personne. Par exemple, si la personne elle n'a pas envie de parler, ben c'est pas à toi d'aller pour justement lui tirer les verres du nez. C'est qu'elle le fera quand elle le voudra. Mais tu es là pour montrer par exemple un certain, je trouve, filet de sécurité. Que tu acceptes comment il est, si tu le sens que tu es capable de le faire, si tu as envie de le faire, de montrer un certain filet de sécurité, de montrer que tu acceptes la personne. Ce qui m'aidait beaucoup ici, c'était des amis qui essayaient de me faire découvrir des nouvelles choses, mais comment dire, c'était spontané, c'était pas oh viens pour te sortir de ta dépression, on va t'emmener faire ça, c'était vraiment viens meuf, on va t'emmener faire ça, et j'avais pas la force, puis elle venait me chercher à la maison. Et j'étais non mais j'ai pas la force. Ah bon mais vas-y mais tu sais quoi meuf, on t'habille. Laisser le temps de se poser la Ouais, question. exactement. Et cette légèreté, ça m'a fait énormément du bien de la part de certaines de mes copines. De mais vas-y meuf, on t'habille, c'est bon. J'ai pas la force. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Nous, on a la force. Ouais, nous, on a la force. Ça amenait vraiment de la légèreté et tu sentais, ok, ben, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Parce que tu te sens tellement seule que de sentir que tu as quelqu'un à côté de toi qui est fort, ça fait du bien. Mais par contre, de vouloir tout régler pour la personne, de vouloir vraiment être sa béquille, je pense que c'est là où il faut faire attention et avoir une juste mesure. Parce que moi, je vois que dans une de mes relations, la personne a voulu prendre ce rôle-là. Et moi, du coup, je me suis totalement laissée aller là-dedans. C'était vraiment, pour moi, c'était il va devoir faire le travail à ma place. C'est lui qui va me sauver, en fait. Vu que je l'ai trouvé, moi, j'ai pas besoin de travailler sur moi parce qu'il va me sauver. Et lui, à un moment donné, avait pris ce rôle de bah, je vais te sauver. Et en fait, quand il voyait qu'il n'arrivait pas, bah, il était frustré, il était en colère, etc. Et du coup, cette mesure quand même de montrer qu'on est là pour la personne, de ne pas vouloir faire les choses à sa place, et en fait de rester à l'écoute aussi. De rester à l'écoute. C'est super important de ne pas la traiter différemment. Ouais, pas d'arrêter de proposer des choses parce qu'on se dit, on sait que la personne va pas bien. Du coup, elle voudra sûrement pas proposer, essayer de conserver une espèce de normalité. Parce que sinon, ça crée encore plus un écart. Enfin, la personne, elle peut se sentir mise de côté. Exactement. Elle se fait double peine pour rien. Et moi, je tiens à préciser qu'il y a aussi le 143, qui est une ligne téléphonique qui a été faite en Suisse. C'est juste. Qui est une ligne gratuite où justement on peut parler pour les gens qui vont pas bien, qui ont besoin de discuter. C'est 24 heures sur 24. Ok. Et c'est des bénévoles qui répondent au téléphone. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Mais pour les personnes qui sont en dépression maintenant, c'est vraiment que ça paraît hyper difficile à entendre quand on est en dépression. Mais c'est vraiment que tout passe et que tout mérite d'être vécu. La vie, elle est tellement belle et en fait, on peut pas s'arrêter à juste cette expérience. Parce que ça... J'étais allée voir un monsieur dans les énergies qui m'avait dit en fait, quand tu es en dépression, c'est ton corps qui sent qu'il doit se recalibrer parce qu'il est pas bien dans sa vie actuelle. Et du coup, il est un peu comme en détresse où il cherche absolument tous les moyens de s'en sortir. Donc, tu vas vraiment tout tenter. C'est vraiment comme si c'était un mécanisme de survie. Et donc, ça veut dire que ton cerveau, en fait, ton corps est en adaptation. Donc, c'est pas toi le problème, c'est peut-être ton environnement. Peut-être que t'es pas dans le bon environnement. Peut-être que t'as besoin de changer quelque chose. Mais que dans tous les cas, ça passe. Et dans tous les cas, ce qui est après, c'est tellement beau. Et c'est vraiment de tenir parce que, en fait, quand j'ai vraiment voulu en finir, je me disais que jamais je pourrais avoir une belle vie.
Et je me disais que c'était réservé pour les autres et jamais pour moi. Et maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça? Parce que je l'avais juste pas encore expérimenté. Parce que je croyais pas assez en moi. Et vraiment de s'accrocher parce que ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine parce que le monde, il est tellement grand, il y a tellement de gens à rencontrer, il y a tellement d'expériences à faire que ça peut pas s'arrêter juste à ça. Et vraiment de s'accrocher, de travailler sur soi et d'être doux avec soi-même aussi. De s'accepter comme on est. Voilà. Trop chouette. Merci Jade Ouais. pour ta parole, pour ton honnêteté, pour ton énergie, ta douceur. C'était trop chouette. C'était trop chou, Ouais, c'était trop trop bien. cocooning avec On a quand même eu la fin de Ouais, session avec lumière plus Sur la douce, un vidéo, peu. on dirait Peut-être qu'on verra rien, on mais- verra avec rien, ton ouais. chat qui dormait puis qui ronronnait, qui ronflait. C'était C'était trop chou. Bon, ben, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Maintenant, on a 3 super micros de qualité. Oui. Donc, Oui, vous donc entendez vraiment le super son il bien. sera mieux. Voilà. Et puis, on se réjouit de vous... J'allais dire de vous voir, mais en fait, pas De du vous- tout. On de se réjouit vous que vous nous retrouver, entendiez. De vous parler. Merci beaucoup. Je sais pas quand vous écouterez ça, mais bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bonne nuit, bon appétit. Et puis, à bientôt. Bye. Bisous.